Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Fabrizio Saccomanni, ancien ministre de l'économie et de la finance d'Italie, ancien premier sous-gouverneur de la Banque centrale d'Italie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'École polytechnique. Merci, je suis très content d'être ici. Vous êtes venu aujourd'hui à l'École polytechnique pour donner une conférence au sujet des enjeux économiques actuels, internationaux. Et donc, ce sera sur cela que ma première question va être focalisée. Que pourriez-vous dire sur les enjeux économiques internationaux d'aujourd'hui? Quels sont ces enjeux et quelle serait notre position face à ces enjeux? Ouais. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé surtout des enjeux sur l'Europe, mais j'ai parlé aussi de la crise financière globale qui a été vraiment une crise vraiment sans précédent, d'une gravité non seulement monétaire et financière, mais structurelle aussi. Il y a eu vraiment des résultats négatifs en ce qui concerne la croissance économique, l'emploi, le commerce international. Et nous venons maintenant de sortir de cette crise. Au niveau global, je crois que l'économie mondiale est en reprise aux États-Unis, en Europe, dans les pays émergents. Mais évidemment, nous avons quand même un héritage lourd de la crise qui s'est produit pendant des années. Enfin, n'oublions pas que la crise a commencé en 2007-2008 et on est maintenant à 2017, ça fait 10 ans presque. Et on a encore une situation de croissance positive mais modérée. Et surtout une croissance qui n'est pas également distribuée sur tous les pays du monde. Il y a des pays qui sont encore dans des situations pas favorables, surtout soit en Europe et soit dans le monde entier. Enfin, je pense encore aux pays de l'Amérique latine, certains pays de l'Europe orientale, etc. Alors, on est loin d'avoir vraiment supérer les moments plus difficiles de la crise. Il y a eu des progrès importants en ce qui concerne la situation financière. Je crois qu'on a quand même évité les risques vraiment d'explosion du système financier mondial. Il y avait surtout en 2009, suite à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, il y a eu un moment très tendu où on risquait l'implosion du système financier mondial. Ça, on l'a évité. On a eu une crise sérieuse en Europe sur la dette souveraine et aussi on a eu des risques vraiment d'explosion de l'euro et de l'union monétaire. Et tout ça a été, je crois, géré avec succès. On a eu finalement un risque de déflation dans l'économie mondiale et surtout en Europe. Et là aussi, je crois, on a eu une réaction positive de la Banque centrale européenne. Mais je crois que si on regarde l'économie mondiale dans son ensemble, on trouve que l'économie mondiale s'accroît à un taux qui est plus bas de son potentiel. Alors, et surtout, on voit qu'il y a eu vraiment un manque structurel des investissements, surtout dans les grandes infrastructures, dans l'innovation technologique, et on fait des calculs vraiment épouvantables dans ce qu'on appelle un investment gap, enfin un manque d'investissement qui est mesuré vraiment à des niveaux de dizaines, centaines de milliards par an, si on veut quand même moderniser nos économies. Et ça vaut aussi pour des pays comme l'économie américaine, les principaux pays européens. Alors, il faut vraiment faire des grands investissements
dans la nouvelle technologie, dans les infrastructures, dans l'éducation aussi, ça pour, au point de vue de ce qui concerne l'activité de recherche et de l'université. Je crois que la période qu'on a eue, où il y a eu une croissance inadéquate de l'économie, et il y a eu un niveau important de chômage, il y a eu une détérioration du capital industriel et du capital humain. Et il faut contraster ça avec des investissements significatifs dans la technologie, dans les infrastructures et aussi dans la recherche, dans l'innovation technologique. Alors, c'est ça l'enjeu le plus important. On a géré enfin les moments plus difficiles de la crise, mais maintenant il nous faut regarder un peu à la situation à moyen terme et renforcer le potentiel de croissance de l'économie mondiale. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment global. Vous venez de parler de l'innovation technologique et de la recherche. Ce sont des deux axes sur lesquels l'École polytechnique se base et construit sa stratégie de développement. Selon vous, y a-t-il un domaine spécifique en termes d'innovation technologique, de la recherche scientifique, sur lequel nous devons nous spécialiser aujourd'hui en Europe, peut-être, pour faire face à ce problème et peut-être trouver une éventuelle solution? Bon, je crois qu'il y a plusieurs domaines. Évidemment, il y a un problème important, je crois, c'est ce qu'on appelle le transfert des technologies, c'est-à-dire les centres de recherche en Europe sont de très haut niveau, certainement ici en France, mais aussi en Italie, en Allemagne, etc. Ce qu'il faut potentier, c'est la capacité des centres de recherche de transférer les connaissances technologiques aux industries, aux utilisateurs finaux. Parce que c'est ça que, aujourd'hui, c'est le problème dans certains pays où il y a une base industrielle et productive qui n'a pas vraiment saisi les possibilités offertes par l'innovation technologique, enfin, la technologie numérique, digital economy ou des choses comme ça. Et il faut, et surtout dans des pays comme la plupart des pays européens où il y a une bonne partie du secteur industriel est formé par des petites et moyennes entreprises qui ont évidemment plus de difficultés des grandes entreprises à introduire de nouvelles technologies, à faire des investissements dans la recherche et le développement parce qu'ils ont des dimensions limitées, ils n'ont pas suffisamment de capital pour investir dans des secteurs d'innovation technologique. Il faut trouver le moyen de favoriser justement le transfert des nouvelles technologies au secteur des petites et moyennes entreprises. Et ça, parce que ça reste quand même le secteur qui est plus important en ce qui concerne la création de l'emploi. L'emploi est créé par les entreprises privées, par les petites entreprises, mais il faut qu'il ait la possibilité d'employer des gens qui ont des connaissances avancées. Et parfois, les petites entreprises ne se peuvent pas permettre d'employer un docteur en ingénierie numérique ou des choses comme ça, parce que ça va au-delà de leurs capacités, de leurs possibilités. Alors, il faut trouver les moyens pour vraiment mettre à la disposition du secteur productif, enfin, les connaissances avancées au point de vue technologique et créer des nouveaux emplois qui soient durables et soutenables dans l'évolution possible de l'économie. Aujourd'hui, on a peut-être plusieurs
employés qui travaillent dans des jobs qui n'existeront plus dans le futur. Enfin, l'économie mondiale a passé à travers des situations pareilles dans le passé. Enfin, quand on a créé la machine à vapeur, il y a eu beaucoup de gens qui conduisaient des voitures à chevaux qui ont dû se reconvertir dans des autres professions. Alors, mais ça, évidemment, il faut le faire avec une rapidité beaucoup plus poussée que dans le passé, parce que les processus de modernisation vont très rapidement et évidemment, la gestion du social, enfin de l'emploi, de la formation, de l'éducation avancée, c'est un processus beaucoup plus lent. Alors, il faut quand même essayer de réaligner les vitesses différentes de processus. Alors, vous savez, on dit que la nouvelle génération ne veut plus être embauchée, mais veut elle-même créer ses idées et faire vivre ses idées. Aujourd'hui, on a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs, de tout ce qu'on appelle start-up. Oui. Et d'ailleurs, il y en a un à l'école Polytechnique qui marche plutôt très bien. Oui. Nous accueillons des start-up venant de Polytechnique, mais aussi d'ailleurs. Est-ce que, selon vous, ces nouvelles start-up, petites sociétés innovantes, souvent très technologiques, qui ont de nouveaux moyens même de travail collaboratif, est-ce que ça peut être une des solutions dans un moment oui, difficile? certainement, oui. Oui, et je sais que même en Italie, il y a maintenant des initiatives de la part des universités les plus importantes de financer des programmes de start-up. Et je trouve que ce qui est fascinant, c'est que les start-up, en principe, ont une idée très précise de quels sont les besoins vraiment essentiels pour les ménages et pour enfin, les gens qui ont peut-être pas suffisamment de temps pour faire certaines choses, etc. Et ils peuvent utiliser la technologie pour vraiment les aider à mieux organiser leur vie privée, la gestion des enfants. Propose de nouvelles solutions, n'est-ce oui. pas? Et ça, c'est très important parce qu'on a parfois l'idée que la technologie, ça sert pour les grandes entreprises, ça sert pour, je sais pas, produire les centrales atomiques ou des choses comme ça. Mais par contre, on trouve avec les nouvelles technologies, avec le Internet of Things, enfin l'Internet des choses, qu'on peut vraiment utiliser ça pour être plus proche aux nécessités des ménages et des citoyens communs. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, je voudrais vous poser une dernière question plutôt personnelle. Je sais qu'en 2011, vous étiez nommé le meilleur alumni de l'année par votre alma mater, donc l'université de Bocconi en Italie, Oui. Que vous avez fait vous-même. Et donc, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos alumni ou à nos élèves actuels pour réussir du point de vue personnel et professionnel? Oui. Bon, enfin, oui, vous avez mentionné cet honneur que mon alma mater m'a fait. C'était enfin, un honneur que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que l'université Bocconi, qui était une université spécialisée en économie, est une des universités d'excellence en Italie. Et je crois qu'ils ont quand même développé une politique vraiment de suivre l'évolution des carrières des étudiants, essayant de faciliter leur placement dans les entreprises, etc., et surtout de garder des liens entre les anciens élèves. Alors ça, c'est une très bonne chose. Mais finalement, la leçon fondamentale, c'est que il faut quand même investir un peu de temps, de ressources, d'efforts intellectuels dans sa propre éducation. Enfin, ça c'est fondamental. Je trouve qu'aujourd'hui, on a peut-être beaucoup d'opportunités de faire des choses
qui restent dans la sphère des activités personnelles. Parfois, on a la tendance à regarder ce qu'on appelle l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée comme quelque chose qui doit être changé radicalement. Moi, je trouve que le risque, c'est que si on ne donne suffisamment d'attention aux années fondamentales de la formation professionnelle, on aura une vie moins satisfaisante aussi au point de vue privé dans le futur. Alors, il faut quand même regarder toutes les opportunités comme ça, d'expression personnelle qui offre la technologie moderne, les social channels, etc., qui ne peut pas déplacer l'étude, la formation professionnelle et l'engagement dans la connaissance. Il y a peut-être un risque d'insuffisance des connaissances qui sont nécessaires par l'économie d'aujourd'hui. En Italie, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se spécialiser dans la communication. Mais pour faire de la communication, il faut savoir quoi communiquer. C'est une technique, la communication, mais ça doit être appliqué à des connaissances de base et je crois qu'on a vu ça même dans les domaines économiques, l'importance pour les banques centrales, pour les gouvernements, pour les institutions européennes à communiquer certaines choses d'une façon qui soit considérée intéressante par les citoyens. Mais en même temps, il faut aussi faire un investissement dans la connaissance. Monsieur le ministre, je vous remercie d'être venu aujourd'hui à l'École polytechnique et merci également de cet échange. Ok, merci à vous et meilleurs vœux pour l'activité de l'École polytechnique. Merci.